Bonjour et bienvenue à En tête à tête avec la migraine. Aujourd'hui, notre but, c'est de mieux comprendre les différentes phases d'un épisode de migraine. Et pour ça, on reçoit Céline Chartrand, qui est infirmière praticienne spécialisée en céphalée-migraine au CIS des Laurentides. Bienvenue, Céline. Bien, merci à vous pour l'invitation. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi les grandes phases d'un épisode de migraine? Bien sûr, parce qu'il n'y a pas juste la phase de douleur qui est la phase que tout le monde connaît. Il y a 6 grandes phases. Donc, on parle de prodrome, d'aura, de phase aiguë qui est la douleur, de résolution, de postdrome et d'interictal. C'est quand même beaucoup plus de phases. Prodrome, aura, c'est des phases qui se produisent avant la migraine ou à la limite au début. La phase aiguë, qui est la phase de douleur. La résolution, le postdrome, c'est des phases qui se passent après, un coup que la douleur, elle est partie. Et l'interictal, c'est une phase qu'on entend peut-être un peu moins, mais c'est la phase entre 2 crises. Donc, c'est une phase où il n'y a aucun symptôme, oui. Pourquoi on dit que c'est une phase de la migraine? Parce que c'est une phase qui peut comprendre beaucoup de crainte, d'anxiété face à une possibilité d'une prochaine phase. Donc, il y a des symptômes reliés à la phase entre les phases. Alors, commençons par le début. On va détailler un petit peu plus la phase du prodrome. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant cette phase-là? Ça reste, c'est toujours en recherche, en évolution. Ce n'est pas clairement résolu, élucidé. Mais il y a eu des études avec des IRM, des résonances magnétiques fonctionnelles. C'est beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus précis. Puis, ils ont démontré qu'il y avait une partie du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus qui s'activait avant une crise de migraine. Et là, on parle 1 heure à 48 heures, parfois même jusqu'à 72 heures avant une crise. Fait que l'activation peut vraiment se faire bien avant une crise. La moyenne, 6 à 8 heures. La plupart des gens, lorsqu'ils vont avoir un prodrome, ils vont avoir un prodrome à peu près dans les mêmes heures. Vous, ça peut être 4, ça peut être 12, mais ça va normalement tourner dans les mêmes heures, mais la générale, 6 à 8 heures avant une crise. Ça nous a permis de comprendre que ces études-là nous ont permis de comprendre ce qu'on pensait être des déclencheurs de la migraine étaient peut-être finalement des signes prémonitoires, précurseurs de la migraine. L'exemple le plus facile qu'on m'a nommé, c'est le chocolat. Combien de gens atteints de migraine vont dire que le chocolat déclenche une crise de migraine? Mais là, il faut faire la différence entre je suis assis sur une terrasse en plein été, en train de discuter avec des amis, on m'offre du chocolat, je mange le chocolat et j'ai une crise qui se déclenche. Le chocolat a déclenché ma crise versus il est 10 heures le soir, je suis à la maison en train de vider mes armoires parce que j'ai une fringale et que j'ai le goût de manger de chocolat. À ce moment-là, que vous le mangez ou que vous ne le mangez pas, vous allez quand même avoir votre crise. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas un déclencheur, mais un symptôme prémonitoire. Donc, ce qui arrive, c'est que l'hypothalamus va s'activer. En s'activant, il va créer plusieurs symptômes. À quoi que sert l'hypothalamus? Il sert à maintenir une stabilité à l'intérieur du corps selon les changements intérieurs-extérieurs qu'il perçoit. C'est comme un chef d'orchestre. Puis, il va contrôler plusieurs choses. Il va contrôler la température, la faim, la soif, le sommeil, les émotions. Il va libérer des hormones. Il fait beaucoup de choses, l'hypothalamus. Il va répondre à certains stimuli, puis il va être peut-être un petit peu plus fragile. Donc, il va déclencher une cascade d'événements. Et ça va donner une cascade de symptômes aussi. Ça reste, par exemple, un domaine qui est encore en recherche. Fait que c'est pas complètement élucidé, mais on sait que ça part principalement de là. Donc, les principaux symptômes rattachés à la phase de prodrome, on peut voir un petit peu un lien là, avec le rôle que tu nous expliques de l'hypothalamus. Là, tu nous as donné l'exemple de la fringale de chocolat, mais j'aimerais que tu nous en nommes d'autres signes avant-coureurs parmi les plus courants là, qu'on va retrouver. Tout à fait. Ce que j'explique souvent, les signes, ils sont dans tous les systèmes. Je vais appeler ça un peu le SPM de la migraine. Là, souvent, les gens vont comprendre un peu ce que je veux dire par SPM de la migraine. Ou des fois, je vais appeler ça le « je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui ». Le « je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui », il faut que ça sonne une petite cloche. Là, il y a quelque chose dans mon cerveau qui se prépare. Il y a quelque chose. Je ne suis pas à mon plein potentiel. Je ne suis pas moi. Donc, le principal qui revient, là, oui, c'est la recherche de mots. La recherche de mots. Les gens vont me dire « je recherche mes mots, je cherche mes mots, je cherche mes mots ». Le brouillard mental, les troubles de concentration, les troubles de mémoire. Au niveau émotionnel, on va être plus irritable, des changements d'humeur, on va sentir l'anxiété. On peut avoir, au niveau gastro-intestinal, on parlait que ça régulait la faim.
La soif, on va avoir, oui, les fringales, les envies alimentaires comme irrésistibles, nausées. On peut même vomir un peu, là, mais souvent, c'est des nausées. C'est un inconfort au niveau de l'estomac, des changements intestinaux, des diarrhées, des maux de ventre, une augmentation de la soif. On peut aller même avoir une augmentation de la miction, donc aller plus souvent uriner à la toilette parce que l'hypothalamus gère un hormone qu'on appelle la vasopressine. Donc, elle va gérer une certaine hormone qui nous fait aller à la toilette au niveau de l'urine. Donc, ça peut augmenter le débit urinaire. On peut être fatigué, on peut être maladroit, le visio-spatial. On va être maladroit, on va être porté à échapper nos clés, avoir de la misère à s'enligner sur une serrure. Ça peut être être maladroit. Des perturbations de sommeil. Hein. On a dit que ça jouait sur le sommeil, le cycle circadien, l'hypothalamus. Donc, on va faire de l'insomnie pour pas de raison. Là. On n'est pas stressé à propos de quelque chose. On est juste incapable de dormir. Des fois, ça va être le contraire. Les gens vont avoir vraiment de l'endormissement. Beaucoup de bâillements. On bâille, on bâille, on bâille. On ne sait pas trop pourquoi on bâille, en fait. Là. Ça revient à « je ne sais pas ce que j'ai ». Des douleurs, des raideurs, souvent coups, hein, c'est souvent ce qu'on entend, coups, mâchoire, sensibilité à la lumière, qui commence même avant la migraine. Fait que des fois, c'est pas tant qu'on s'est exposé au soleil que ça a déclenché une migraine, mais qu'on avait déjà cette hypersensibilité-là à la lumière, cette photophobie-là. On peut avoir une fatigue des yeux, des picotements, des rougeurs au niveau des yeux, des sensibilités au son. Ça en fait partie aussi. On va l'entendre, là. Ah, les gens trouvent que je suis plus pâle. La migraine, elle s'en vient, rougeur, chaleur. On peut avoir froid. L'hypothalamus gère la température corporelle, fait qu'on peut avoir des frissons. Ça peut être un symptôme, 2 symptômes, 3 symptômes, 8 symptômes. Ça peut être un symptôme pour une crise, 10 symptômes pour l'autre crise. Fait que c'est pas constant d'une personne à l'autre, c'est pas constant d'une crise à l'autre. Et c'est bien beau, on a tout dit ça maintenant, mais l'état mental dans lequel on se retrouve fait que parfois, on ne réalise même pas qu'on est en prodrome. Fait qu'on va être dans un brouillard mental qui fait qu'on ne réalisera pas. Et quand la crise va arriver, là, on va comprendre finalement pourquoi on était comme ça la veille, pourquoi on était irritable, on avait le goût de manger du chocolat, pourquoi on allait à la toilette. Là, on va comprendre après quand la crise arrive. Puis, pour quelqu'un peut-être qui est à l'écoute puis qui se dit « Ah, moi, je reconnais vraiment ces signes-là, ça me parle beaucoup », est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie de se dire, par exemple, « Ah, ben là, je reconnais que je bâille beaucoup, je cherche mes mots, j'ai de la raideur au niveau du cou, je sens que c'est mes signes de prodrome, je vais prendre mon médicament tout de suite, puis je vais casser la crise avant même que les symptômes plus désagréables arrivent. » Ce qui est une bonne idée, mais je suis obligée de dire que dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Ça prend, malheureusement, ça prend une évaluation médicale parce qu'il y a des cas qu'on va dire que oui, des cas qu'on va dire que non. Il y a l'étude Prodrome, qui est une étude qui étudiait les GEPAN, qui est un nouveau médicament, là, un nouveau casse-migraine, qui ont finalement les gens qui avaient des prodromes clairs 6 heures avant une crise de migraine, ils prenaient le médicament et finalement n'avaient pas de crise, déclenchaient pas de crise. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de voir que oui, on pouvait prendre un médicament en prodrome. Par contre, le prodrome doit être clair et le prodrome doit être plus court que l'effet du médicament utilisé. Fait que si votre prodrome est 12 heures, que vous prenez un médicament qui dure 4 heures, le médicament arrête de faire effet avant même votre crise. Fait que vous allez avoir quand même votre crise. Première des choses. Deuxièmement, ce n'est pas tous les médicaments qu'on peut utiliser dans ce contexte-là. Exemple, on pourrait avoir, et là c'est un peu cliché, mais une fringale, une irritabilité sur un vrai SPM. À ce moment-là, on prendrait notre médicament, mais on n'aurait pas de crise qui se déclenchait. Donc, on pense au triptan, exemple, au Tylenol, où est-ce qu'on veut limiter la prise parce que ça peut faire du rebond. Ben, à ce moment-là, ce n'est pas une bonne idée de prendre des médicaments en prodrome. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un prodrome que nécessairement toujours une crise, parce qu'on peut avoir un prodrome pour autre chose. Et ça prend toujours une évaluation médicale. Mais oui, il y a certains cas qu'on va suggérer, pas qu'on va suggérer, mais qu'on peut dire qu'ils peuvent traiter, mais c'est vraiment du cas par cas selon le prodrome, selon la crise, selon le médicament. Par contre, quand on est en prodrome, on doit se tenir prêt. Ça, c'est le principal. Vous reconnaissez vos signes. Parfait, maintenant, tenez-vous prêt. Ayez vos casse-migraines avec vous. Ayez-les dans vos poches pour être prêt à les prendre dès les premiers symptômes. Et d'un autre côté, si vous reconnaissez vos signes de prodrome, bien, encore plus d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est pas le temps de faire exprès, comme on dit, pour la déclencher. Donc, on ne se couchera pas tard. Là. On va se coucher tôt, on va bien s'hydrater, on va bien manger. Fait que oui, on va conserver les bonnes habitudes de vie. On peut utiliser des techniques non pharmacologiques. On parle de relaxation, si le bain vous fait du bien. On peut utiliser des techniques non pharmacologiques en prodrome sans problème.
Donc, si je résume la stratégie à adopter quand je commence à percevoir des signes de prodrome, c'est d'y aller avec peut-être des interventions non pharmacologiques qui peuvent m'être bénéfiques, de me tenir prête au niveau de la médication, mais de ne pas prendre forcément tout de suite un médicament, particulièrement si c'est un triptan ou Tylenol, Advil, parce que là, je pourrais me retrouver dans une situation de céphalée de rebond ou le fait de prendre mes médicaments trop fréquemment ferait en sorte que j'entraînerais le déclenchement de plus en plus d'épisodes de céphalée. C'est bien ça? Oui, puis vous emmèneriez dans la chronisation. Chose qu'on ne veut pas. Tout à fait. On prend une courte pause qui me permet de vous parler d'un service offert chez Migraine Québec, le programme d'autogestion de la migraine. Il s'agit en fait d'une formation unique au Québec qui se veut un complément essentiel à votre suivi médical. Dans la formation, on vous propose différentes stratégies pour reprendre le pouvoir sur la migraine. En tant que co-autrice du programme d'autogestion de la migraine, je peux vous assurer qu'on a choisi les informations les plus pertinentes pour vous et que tout a été démontré scientifiquement pour que ce soit bien efficace pour avoir une meilleure gestion de la migraine. Ce programme est offert 100% en ligne. Vous trouverez tous les détails au www.migrainequebec.org et profitez du code promo BALADO10. De retour maintenant à notre invité. Prochaine phase, ça nous amène à l'aura. C'est quoi une aura? Une aura, c'est pas juste une auréole alentour des gens, OK? Une aura en migraine, on va définir un peu c'est quoi le principe physiopathologique, là, le principe en arrière de l'aura. L'aura, c'est un phénomène électrique. C'est un phénomène électrique au niveau du cerveau. Donc, les petites cellules, là, ils envoient des courants électriques pour communiquer entre eux. C'est comme ça que ça communique, les cellules. Et là, dans le fond, c'est comme s'il y avait une vague d'électricité. Fait qu'il envoie comme un courant, puis c'est comme s'il faisait la vague. Donc, une après l'autre, là, il envoie un courant électrique. Ils n'ont pas nécessairement un message, mais il envoie un courant électrique. Et cette vague-là, elle va un peu altérer, elle va un peu changer la composition des cellules puis créer d'autres phénomènes intracellulaires. L'aura, on parle de 20 à 30 %. Fait une personne sur 3, une personne sur 5 peut avoir des auras. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a des auras et ce n'est pas parce qu'on a des auras qu'on a des auras à chaque fois. Des auras, il y en a plusieurs sortes. On a les auras visuelles. Donc, les auras visuelles, ce qu'il faut penser quand on parle de l'aura puis de la vague, là, quand je parle de la vague, je parle de ce que les gens vont voir quand ils vont faire la recherche du cortical spread depression ou la dépression corticale. Fait que ça, c'est la vague. La vague, elle va partir de la base en arrière et elle va arriver, souvent la première chose qu'elle va avoir, c'est le cortex visuel. C'est la partie du cerveau qui gère la vision. Et en touchant ça, elle va donner des distorsions, donc des déformations visuelles. Bon, les déformations visuelles, les auras visuelles, il y en a plusieurs sortes. Il y a la Société internationale des céphalées, si vous voulez aller voir, qui ont fait un tableau des principales auras. Fait que ça peut vous donner une idée. Là. Il y a le classique flou avec les zigzags, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. C'est pas parce que vous ne voyez pas votre aura dans ce tableau-là qu'elle n'est pas vraie. Là. C'est une limitation de ce qu'ils peuvent démontrer. Donc, il va avoir, le cerveau va produire cette déformation visuelle-là qui va être réversible, qui va durer dans la plupart des temps 5 à 60 minutes. On va parler de 15, 20 à 30 minutes en moyenne, mais ça peut durer 5 à 60 minutes. Où est-ce qu'on va avoir cette déformation visuelle-là? Le cerveau est quelque chose qui apprend. Puis plus il apprend, meilleur il est. Donc, on peut avoir les auras visuelles, mais on peut avoir aussi des auras sensitives parce que le prochain cortex, la prochaine partie du cerveau qui peut être atteinte avec la vague, ça va être le cortex sensitif. Donc, on va avoir des picotements, des fourmillements au niveau visage, langue, moitié visage, moitié langue, bras, mains. Fait qu'on va avoir comme des picotements, des engourdissements. Les auras visuelles peuvent arriver en même temps que les sensitives ou une après l'autre. C'est pas, chaque personne est vraiment différente. Après ça, le cortex suivant, c'est le cortex moteur, donc toute la motricité, les mouvements. Donc là, à ce moment-là, on peut avoir de la faiblesse, ça peut aller jusqu'à paralyser au niveau du membre supérieur. Et on a les auras phasiques, donc les auras de troubles de la parole, où est-ce que les gens ne sont plus capables de parler. La plupart des gens qui ont des auras moteurs et phasiques là, se ramassent à l'urgence parce qu'ils ont peur de faire un AVC et pour cause, ils ont peur de faire un AVC. Là, on perd la parole, on perd la mobilité.
Donc, on peut avoir les auras de façon successive, une après l'autre. On peut les avoir toutes en même temps, mais c'est un désordre électrique qui est réversible. Puis, quand on a tous ces symptômes-là, comme tu viens de le dire, on peut être très inquiet qu'on est en train de faire un AVC. Comment on peut faire pour savoir, OK, là, c'est un aura ou non, c'est un AVC que je suis en train de faire? Comment on peut distinguer les deux? L'aura est ce qu'on va appeler dans notre jargon un symptôme positif. Positif dans le sens que, mettons qu'on parle des visuels, c'est un ajout à la vision. Souvent, ce n'est pas la perte de la vision. Il peut y avoir des auras avec perte, mais normalement, c'est un ajout. Donc, on va voir des picots, on va voir des zigzags, on va avoir des sensations de fourmillement. Donc, ce n'est pas une perte de sensation, mais une sensation de plus, des picotements. L'AVC, c'est, il y a ceux qui sont par caillot, ceux qui sont par hémorragie, là, mais mettons qu'on y va avec ceux que c'est un caillot qui bloque. On perd la circulation sanguine, on perd quelque chose. On perd la vision, on perd la motricité, on perd la sensation parce qu'il y a un blocage au niveau de la circulation puis il n'y a plus de sang qui passe. Fait que ça va être des symptômes négatifs. L'aura, elle est réversible. L'AVC, si on ne la traite pas, n'est pas réversible. Comment on peut différencier les deux? Exemple, un aura de perte de parole puis de motricité versus un AVC avec seulement l'imagerie. C'est l'imagerie cérébrale qui va nous dire si c'est un AVC ou pas. Donc, malheureusement, on doit avoir une évaluation parce que les conséquences de l'AVC sont trop importantes pour dire je vais rester à la maison, d'un coup que ma parole reviendrait dans 3 heures. Si c'est un AVC et que ça ne revient pas, les conséquences long terme sont beaucoup plus importantes. Donc, il faut consulter. La prochaine phase est celle qui est la plus connue, je dirais, puisque c'est la phase de la douleur. Donc, dans cette phase-là, est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes symptômes, les mêmes sensations ou ça peut être différent d'une fois à l'autre? C'est pas nécessairement toujours pareil, même chez une même personne. Oui, il y a les caractéristiques communes de la migraine qu'on connaît, mais ça peut varier en intensité, ça peut varier en durée, ça peut varier en localisation, donc en endroit. Il y a des gens qui vont me dire elle est 90% à droite, 10% à gauche. Donc, en partant, ce n'est pas toujours le même endroit. Ça peut être plus derrière les yeux, plus au niveau des tempes, plus au niveau du cou, plus au niveau du front. Fait que la douleur peut, d'une crise à l'autre, pas nécessairement être au même endroit. Souvent, majoritairement à la même endroit, mais ça change d'endroit. Il peut avoir une certaine forme d'invalidité qui vient parce que la douleur, c'est pas juste la phase aiguë n'est pas juste la phase de douleur. Donc, les symptômes qui accompagnent peuvent être différents d'une phase à l'autre. On peut avoir, comme ceux qui vont avoir des nausées, des vomissements, ils ne vont pas nécessairement vomir à chaque phase. Ils peuvent avoir des vomissements à toutes les fois, 1 fois sur 10, 2 fois par année. Donc, déjà, en partant, la phase aiguë ne se présente pas de la même façon. Ils peuvent dire quand c'est plus intense, je vomis. Quand c'est moins intense, je vomis moins. La sensibilité à la lumière, au son peut différencier. Dans certains contextes, ça va être plus un, plus l'autre. Ils vont être égales. Ça peut commencer à un endroit comme ça peut commencer à un autre. Souvent, on va avoir le même pattern. On va avoir le même patron, c'est-à-dire que ça va se présenter de la même façon, mais il peut avoir des différences. Des fois, le cycle menstruel, les femmes, ils vont le dire, mes migraines menstruelles, ça ne se présente pas de la même façon que mes autres migraines à l'extérieur du mois, dans le courant de la journée. Quand j'ai une migraine le soir, elle est différente de quand je n'ai une le matin, selon les circonstances qui se déclenchent. Chaque personne est unique. Chaque personne a ses propres migraines. Ça se ressemble un peu, mais ça varie d'une fois à l'autre. Ce qui nous amène à la dernière phase de la migraine, donc le post-drome ou comme on l'entend parfois, le migraine hangover, que je trouve qu'il décrit très bien cette phase-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi elle consiste, combien de temps ça va durer? C'est pas présentement, il n'y a pas beaucoup de recherches. J'ai pas beaucoup de données à donner sur cette phase-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches, mais en moyenne, ce qu'on sait, c'est que ça dure 24-48 heures. Donc, 24-48 heures, où est-ce qu'on va être dans une phase de hangover? C'est très simple. C'est de la fatigue. La migraine demande beaucoup d'énergie au cerveau, donc on est fatigué. Problème de concentration, brouillard mental, sentiment de perte d'efficacité, sentiment de ne pas être à son meilleur. Il peut y avoir du découragement. Ça peut même jouer sur l'estime de soi, là, okay? Parce qu'on ne se sent pas à notre meilleur, même si on a pas mal à la tête. Il va avoir une humeur dépressive. Puis là, je ne dis pas qu'il va avoir une dépression, mais une humeur dépressive, une déprime, un découragement d'avoir été en douleur et
pas juste d'avoir été en douleur, mais d'avoir été non fonctionnel, d'avoir manqué des activités sur tous les plans, que ce soit professionnel, personnel, social, familial, d'avoir manqué ces activités-là va nous rendre un peu déçus, nous rendre un peu déprimés. Et il peut avoir aussi, il y a, on le sait, là, un débalancement au niveau de certaines molécules chimiques au niveau du cerveau qui donne un peu ce sentiment dépressif-là aussi. Ça, c'est la phase classique, je dirais. La plupart, la majorité des gens vont ressentir cette phase-là qui va durer 1 à 2 jours. Par contre, il y a des personnes qui sont complètement, mais complètement à l'opposé. Et la libération de la crise pour eux, là, c'est comme un regain d'énergie, une euphorie. Là. Ils ont comme l'énergie à revendre. C'est comme si toute l'énergie qu'ils auraient eu normalement, ils l'ont en plus de l'énergie de la journée. Fait qu'ils sont vraiment, là, ils débordent d'énergie. Mais probablement que l'avenir va nous en dire plus sur cette phase-là, mais on peut avoir les deux opposés. Alors déjà, depuis le début de l'épisode, tu nous as vraiment bien détaillé les caractéristiques de chacune des phases de l'épisode de migraine. Mais je me pose la question, pour quelqu'un qui a plusieurs épisodes de migraine au cours d'une même semaine, est-ce qu'on est quand même capable de distinguer toutes ces phases-là ou si des fois les phases vont arriver un peu en même temps puis que c'est un petit peu difficile de faire le tri de dans quelle phase on se situe à tel moment? Un épisode par mois, on peut très bien, si on a toutes les phases, déterminer ces phases-là. Si on se met rapidement, là, un petit calcul mathématique très rapide, 3 migraines par semaine qui durent une journée, avec 2 jours chaque de postdrome, qui fait 6 jours, là, 3 plus 6, ça fait 9, plus des prodromes en avant, ça se mélange. Tout s'embrouille. On est comme toujours un peu entre la phase du hangover, du prodrome de la prochaine et de la phase de douleur qui n'est pas terminée. Donc, plus on en a, plus c'est difficile de les distinguer. Puis est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en place dans les cas où on est capable d'identifier les différentes phases? Je vais donner des conseils généraux. Là. Il faut mettre en garde que ça ne remplace pas des directives médicales. Puis on peut avoir des conseils ou des directives particulières pour notre cas. Mais ce que je vais dire va rester très général, mais que ça peut nous aider. Fait que le prodrome, il faut rester à l'affût. Il faut être prête à intervenir. Okay? Puis il ne faut pas précipiter les crises. Fait que donc, on doit rester dans les bonnes habitudes de vie, là, comme le programme, la démarche d'autogestion va nous aider beaucoup là-dedans à trouver ces bonnes habitudes de vie-là. Donc, on reste là-dedans, on reste à l'affût. Certains traitements peuvent aider selon certains cas, mais on reste à l'affût. L'aura, pour la plupart des cas, il existe des cas où est-ce qu'on a des auras sans douleur, mais pour la plupart des cas, à ce moment-là, souvent, on peut traiter des auras. Parce que la douleur, elle s'en vient dans moins de l'heure qui suit. Fait que normalement, on peut traiter, mais c'est vraiment, ça prend une évaluation avant. La douleur, bien, la stratégie est on traite le plus rapidement et le plus efficacement possible. La douleur est là. On ne veut pas l'étirer, donc, et on conserve évidemment des bonnes habitudes, puis ce n'est pas le temps d'augmenter son rythme de vie. Hein? On ralentit un peu, là, puis on conserve les bonnes habitudes pendant la douleur. Le prostrom, bien, c'est un passage parfois obligé, pas nécessairement, mais donc on récupère les bonnes habitudes de vie tranquillement et on essaie de ne pas nécessairement essayer de faire ce qu'on n'a pas pu faire en plus des choses qu'on avait prévues. On essaie de ne pas se surcharger parce que il faut récupérer. Donc la stratégie, c'est on essaie de reprendre les habitudes, mais on essaie de ne pas se surcharger nécessairement. Puis, au niveau de la phase interictale, qu'on passe un peu moins, que la phase entre 2 phases, là, c'est important, c'est très difficile à faire. Là. Quelqu'un qui a beaucoup de crises très sévères, très longues, très fréquentes, là, c'est très difficile, mais il faut essayer de ne pas faire de focus. OK? De ne pas toujours penser à quand est-ce. C'est sûr que c'est difficile quand on est obligé d'annuler certaines obligations ou de se retirer, de ne pas penser à si j'ai une crise, mais c'est d'essayer de ne pas faire un focus là-dessus. Puis, il y a des techniques de gestion de stress, okay, qui sont simples, qui sont faciles d'accès, qui ne coûtent rien pour arriver justement à réduire ce stress-là entre les crises. Donc, pour chaque personne, si je comprends bien, tout ça se manifeste de façon différente.
ça peut être des crises, des phases qui sont très distinctes, très faciles à identifier pour une personne, puis pour une autre, ça va être différent. Certaines personnes vont avoir toutes ces phases-là, d'autres peut-être un petit peu moins. Est-ce que je comprends bien? Oui. Oui. Donc, maintenant qu'on a cette compréhension-là des différentes caractéristiques des phases, puis qu'on sait un peu plus comment ça se passe pour chaque personne, qu'est-ce qu'on peut appliquer dans notre gestion de migraine en lien avec une meilleure compréhension des phases? Qu'est-ce que ça va changer dans notre approche? Bien, de mieux se comprendre, de comprendre les symptômes, de comprendre ce qui se passe. Déjà de normaliser ça, de dire, là, je comprends ce qui arrive, je comprends ce qui se passe, je comprends pourquoi je suis comme ça après aussi. Ça permet d'être moins découragé, moins démuni face aux symptômes, de savoir que quelque chose, tu sais, les gens, la recherche de mots, les troubles d'attention, de concentration, c'est très invalidant, puis on n'a pas nécessairement un autre problème en dessous de ça. Fait que, tu sais, de savoir que c'est transitoire, c'est des phases qui sont transitoires, donc ça diminue le stress, ça diminue les symptômes de stress qui sont reliés à ça, parce que c'est passager. Ça permet aussi d'informer l'entourage. Oui, les gens vivent avec la migraine, sont atteints de migraine, ils vivent avec ça, mais ça a un impact au niveau de l'entourage, puis d'être capable d'informer, d'éduquer l'entourage, ils vont permettre aussi de comprendre que c'est pas parce que la migraine, elle est finie le lendemain qu'on est prêt à gravir l'Everest. OK? Il reste, même si on n'a pas mal à la tête, même si on n'a pas la migraine, c'est pas un manque de volonté, ça peut permettre de diminuer certaines tensions, ça reste qu'on est en hangover, on a besoin de récupérer. Ça permet de comprendre ça permet d'être mieux outillé, puis de se préparer à mieux gérer les crises. Ça permet de mieux comprendre son corps. C'est toujours bon d'apprendre à se comprendre. Ça permet aussi de mettre des mots sur notre intuition. OK? De mettre des mots sur notre intuition, de dire, je ne sais pas ce que j'ai, mais oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître. Puis ça peut permettre aussi, tu sais, comme exemple, la phase de l'aura qui peut augmenter de fois en fois, mais à un moment donné, de comprendre ça peut dire, OK, mais ça peut aller loin. Donc, je dois me prendre en charge plus rapidement. Je dois prendre ma santé en charge. Je dois prendre la gestion de mes crises en charge pour ne pas me rendre jusque-là. Un grand merci, Céline. Tu nous as beaucoup aidé aujourd'hui à décortiquer comment ça se passe un épisode de migraine. Puis je pense que les gens à l'écoute vont beaucoup avoir apprécié les différentes stratégies concrètes que tu nous proposes là, pour mieux se prendre en charge. J'espère que ça va aider beaucoup de gens. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de En tête à tête avec la migraine.